je dirais, il y a une prise de conscience qui se fait au sein des consommateurs aujourd'hui. Un consommateur européen aujourd'hui veut consommer un produit qui vient d'une production durable. Et comme ça a été dit, ça dans le supermarché et autres, où on constate que les consommateurs sont prêts à payer un prix plus cher pour avoir un produit qui vient d'une production durable. Et donc ça a trouvé son chemin politique via les États membres, via le Parlement européen, pour dire, mais en fait, on ne veut plus avoir un produit où on pense qu'il y a les arbres qui tombent ou à d'autres choses, comme le travail des enfants ou la pauvreté, etc. On ne veut pas. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, et ça a été annoncé en COP26 et adopté par le collège commission européenne le 17 novembre, donc c'est effectivement tout récent, de dire, mais dans l'avenir proche, les produits, donc là on parle du bois, tout d'abord, c'est normal, du cacao, du café, de l'huile de palme, mais aussi de la viande, l'élevage, doivent rentrer uniquement dans le marché intérieur s'ils viennent d'une production durable. Et donc, là bon, comment on le fait après? C'est ça en pratique. Et en pratique, ça va se faire par les entreprises, par ce qu'on appelle les due diligence. Donc les entreprises vont avoir une obligation, et c'est un peu la même aux États-Unis, si j'ai bien lu, le Schatzspiel, c'est à peu près la même chose. Et nous, on a parlé tout à l'heure avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui sont sur la même longueur d'onde d'ailleurs. On va tous aller dans ces sens-là, vraiment un impact sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut voir, la Côte d'Ivoire est un pays, et le ministre le sait parfaitement, parce qu'on parle régulièrement, un pays exceptionnel dans ce sens. Parce que, à ma connaissance, c'était le seul pays qui s'est vraiment impliqué dans la rédaction de ces règlements. Le ministre était plusieurs fois à Bruxelles. Il y a un lobbying très actif pour aussi évaluer l'impact que ça représente pour l'économie de la Côte d'Ivoire, ou alors plus large, l'économie d'autres pays qui sont en dehors de l'Union européenne. Et je pense que c'est très important de regarder ça. Parce qu'à la fin, on veut que ça marche. C'est pas quelque chose pour dire ça ne marche, on veut bloquer, non, on veut que ça marche. Et je pense personnellement que la durabilité dans l'avenir, ça va être un facteur absolument principal, un facteur économique, des réussites pour les entreprises. C'est-à-dire le pays, les entreprises qui s'inscrivent dans une production durable vont avoir un avantage sur le marché. Et ça va au-delà de forêt. Je crois que ça va venir. Et d'ailleurs, quand je regarde, la Commission européenne prépare un deuxième texte de loi, une directive, qui va inclure d'autres éléments. Travail des enfants, pauvreté, droits de l'homme, etc. Qui va venir début de l'année prochaine. Donc, vous voyez un peu, ça va dans ce sens. Et on a la chance en Côte d'Ivoire parce qu'on est en phase. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le pays a mis en place une stratégie forestière et plus large, et est en train de finaliser une stratégie pour la production de cacao durable qui nous permet de s'inscrire dans une vision et une stratégie du pays. Est-ce qu'on a des éléments de calendrier sur la mise en œuvre de cette réglementation et sur les backstop dates? La déforestation va se mesurer quand? C'est celle de demain, d'aujourd'hui, d'hier? Alors, il y avait beaucoup de discussions. Pour ceux qui sont les connaisseurs de ces dossiers, savent que le Parlement européen avait proposé, qui prévoit les 31/12/2020, je crois très en phase avec ce qui était d'ailleurs souhaité par le gouvernement ivoirien. Monsieur le ministre, je parle de la rétroactivité 31/12/2020. Je crois que c'était très en phase. Et après, maintenant, c'est adopté. Ça veut dire c'est dans une procédure où le Parlement européen et le Conseil doivent proposer des amendements, après, avec une adoption qu'on prévoit à peu près fin 2023. Donc, mise en vigueur début 2024. Maintenant, il faut voir qu'il y a énormément de pression politique pour ces règlements. Nous, on fait toujours des consultations de tous les parties prenantes. Et normalement, on a quelques milliers de personnes qui répondent à des consultations. Pour ces règlements-là,
on avait 1,2 million qui ont répondu. C'est énorme. C'est la deuxième plus grande consultation qu'on a fait. Et vous allez rigoler, le plus grand, c'était les changements des horaires hiver et été. Voilà. Parce que ça concerne tout le monde. Mais alors, vous imaginez à quel point ça concerne tout le monde. Donc, il y a beaucoup de pression. Et globalement, les opinions étaient d'aller quand même vers quelque chose qui lie, un texte qui lie les entreprises d'une manière assez formelle à respecter cette loi.